Pardon. Bonjour, oui. Bonjour à tous. Donc Marie, je ne vais pas parler longtemps parce que c'est Aurore qui va principalement vous faire part de son expérience. Juste, est-ce que des personnes dans la salle ne connaissent pas le projet Early? Pouvez-vous lever la main? D'accord, voilà. Donc, juste pour vous expliquer en 2 mots, parce que ça sera plus simple. Donc, le projet Early, effectivement monté par Médecins du Monde depuis 2010, propose en fait aux usagers de drogue de les accompagner durant leur pratique d'injection. C'est-à-dire, les personnes peuvent réaliser leur injection devant 2 intervenants, et ce qui nous permet en fait de discuter et de les reprendre in situ finalement sur leur pratique. Quand je dis les reprendre, il ne s'agit pas, on est bien dans quelque chose dans une dynamique éducative, dans le bon sens du terme, à savoir qu'on détermine les objectifs avec les personnes et on n'est pas dans une injonction par rapport à des pratiques de réduction des risques. Donc l'idée, c'est vraiment de partir des réelles pratiques de la personne, de ce qu'elle a envie de travailler, est-ce que c'est améliorer, mieux trouver des veines, mieux prendre soin de ses veines ou autre. Et donc on a 2 types d'actions, à la fois Gare du Nord avec une unité mobile, on travaille en collaboration avec Gaïa Paris, et ensuite avec le CARUD de Sida Parole à Colombes, donc au sein même de leur boutique. Voilà. Donc ce qu'on a proposé avec Aurore, pour faciliter un peu les échanges, c'est que je lui pose des questions tout simplement, mais après j'espère que vous pourrez vous-même poser des questions à Aurore si vous en avez envie, pour qu'elle puisse vous faire part de son expérience, et si vous avez vous-même des questions, ben, vous pourrez les poser directement à Aurore. Est-ce que ça te convient? Oui. Oui. Voilà. Donc tu peux peut-être te présenter. Donc, bonjour, je m'appelle Aurore Grandval. Donc, j'ai 29 ans, ça fait une dizaine d'années que je suis toxicomane, polytoxicomane. J'ai découvert le projet Early l'année dernière, par hasard, parce qu'il n'y a pas vraiment de publicité là-dessus. C'est en me promenant vers la gare du Nord, là où il y a le plus d'accessibilité aux produits, c'est-à-dire où il y a les échanges à la base de seringues ou le matériel qu'ils donnent, que je suis tombée par hasard donc, sur le camion. Et là, on m'a dit ce que c'était et j'y croyais pas trop, quoi. J'avais du mal à concevoir ça. C'est comme beaucoup de Français, je pense qu'on n'est pas ouvert là-dessus. Et même en tant que toxicomane, ça m'a fait un peu halluciner. Donc, je suis rentrée et depuis, je vais les voir quand même souvent parce que ça m'a apporté beaucoup. J'ai appris beaucoup de choses, notamment dans la pratique de risque. Je pensais bien faire les choses, entre guillemets, c'est-à-dire me soigner correctement. Si le mot soigner n'est pas forcément bon. Et j'ai écrit ça. Non, t'inquiète pas. Mais juste peut-être qu'on s'est rencontrés donc en septembre 2012. Nous, ça fait depuis 2011 qu'on a le camion. On est présent sur Gare du Nord au départ, donc on a été très progressif. On a commencé par une permanence par semaine, puis 2, puis 3. Où on était là de 16h à 22h, en présence du programme d'échange de seringues de Gaïa, donc du camion de Gaïa. L'idée, c'était c'est vraiment le CARUD de Gaïa qui nous a permis finalement d'entrer en contact avec les usagers. Il ne s'agissait pas de proposer un programme hors sol, puisque finalement, il y a déjà des structures de réduction des risques qui existent. Donc voilà. Et aujourd'hui, finalement, on a une activité, on est tellement sollicité et comme on travaille sur 2 structures à la fois, on a réduit nos permanences à Gare du Nord pour n'en faire plus que 2. Voilà. Donc effectivement, à chaque fois, les usagers se présentent souvent finalement au CARUD de Gaïa, demandent leur matériel. C'est au décours de ces conversations, soit parce que eux spontanément, bien évidemment, discutent de leur accès aux veines avec déjà les intervenants de Gaïa, qui du coup en profitent pour proposer des séances d'accompagnement à l'injection sur notre camion. Voilà, c'est souvent comme ça que ça se passe. C'est quelque chose qui prend du temps. Quand Aurore dit qu'effectivement c'était hallucinant, au tout départ, on a mis beaucoup de temps, on a passé beaucoup de permanences à attendre sans forcément accueillir beaucoup de monde, parce qu'effectivement, les usagers se méfiaient de notre approche. On ne peut pas passer d'une pratique où finalement, moins on parle de ces pratiques, mieux on se porte, ou en tout cas, il faut se cacher, à quelque chose, viens, pas de problème, tu peux t'injecter devant nous, c'est absolument pas naturel. Et puis beaucoup d'usagers n'aiment pas tout simplement que des personnes les regardent. On n'est pas ici dans une approche de voyeurisme, on est vraiment dans mieux voir, permet de mieux comprendre juste comment tu fais. Donc à chaque fois, c'est des choses qu'on prend le temps d'expliquer. Surtout à la première séance, il y a des personnes qui ne sont pas à l'aise. Et l'idée, c'est vraiment, nous, on leur dit vraiment, essaye de faire comme tu as l'habitude de faire. Ne change pas tes pratiques au départ pour qu'on puisse voir justement où tu en es. Éventuellement, on peut
leur demander pourquoi tu fais comme ça, ce que tu as fait autrement avant, voilà. Mais l'idée au départ, c'est vraiment juste d'être témoin, et après on essaie de discuter. Voilà, c'est ça le truc aussi, c'est qu'il y a une espèce de... voilà, pas beaucoup de gens sont au courant de ça, même les usagers, maintenant beaucoup plus, mais je sais pas, apparemment on n'est pas dans toutes les villes non plus, quoi. C'est pas très démocratisé comme concept. Et elle disait, Marie, que justement il y avait... les gens sont pas forcément à l'aise d'aller dans le camion, mais à la base, je pense pas que la première fois qu'on se joute, on soit à l'aise avec une seringue, excusez-moi. Et donc moi ça m'a apporté beaucoup parce que quand on se shoot dans des toilettes, dans des chiottes publiques, non, c'est pas grave. C'est pas grave, t'inquiète pas. Effectivement, donc c'est pas évident. Puis il y a des usagers qui nous ont même interpellés sur ça, qui nous ont aussi interpellés sur pourquoi vous nous permettez pas plus vous accueillez pas plus d'usagers, notamment avec l'arrivée de l'annonce de la salle de consommation. Ces derniers mois ont parfois été plus délicats, je vais dire, pas difficiles, parce que les usagers sont, je dois dire, très compréhensifs, et que quand, par exemple, effectivement, à Gare du Nord, Gaïa accueille entre 1500 à 2000 personnes, voilà, nous, on est à une unité mobile, on est là de 16h à 22h, entre 16h et 22h, Gaïa accueille 80-100 personnes, entre eux 16h et 19h, et nous, entre 16h et 22h, quand on voit 5-6 personnes, c'est beaucoup, parce qu'on prend le temps. C'est ça, il y a du temps, il y a du temps qui est accordé, justement. Et nous, les consommateurs, on n'a pas du tout ça, on n'est pas habitués, et je trouve ça bien parce que c'est vraiment important qu'ils soient là, on a de l'écoute, ils nous posent des questions, ils sont à notre écoute, il n'y a pas ce regard que d'habitude les professionnels de la santé, ils ont avec nous, une espèce de... Il n'y a pas de rejet, c'est un plaisir d'aller là-bas, et c'est... Ouais. Nous, c'est un plaisir de recueillir les usagers parce que c'est vrai que c'est un vrai dialogue. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a pu constater, c'est que les usagers, on les sent honnêtes par rapport à leurs pratiques. C'est-à-dire qu'ils nous disent, oui, j'ai des traitements de substitution, mais je consomme à côté. Enfin, voilà. Monsieur, peut-être si vous voulez intervenir. Est-ce qu'il y a un effet boule de neige vers les autres usagers par vous-même en tant qu'usager? Est-ce que vous en parlez autour de vous ou bien vous n'osez pas trop? Ah oui, moi j'en parle, mais il y a même des gens qui veulent pas y croire encore, c'est vrai. Hein. Il y a quelques personnes que je connais qui sont depuis très longtemps toxicomanes, ils n'arrivent pas, ils y croient pas. J'ai dû leur montrer le camion de moi-même, mais je pense certains sont assez fermés, ouais. Même envers d'autres usagers. Certains, ils veulent pas forcément montrer leurs pratiques, ou ils ont même honte d'eux-mêmes des fois de montrer qu'ils prennent des doses assez élevées. Et même entre nous, il y a une espèce de tabou quelquefois qui est là. Mais je pense ça c'est à nous après, de chacun avec nous-mêmes, d'être assez intelligent pour aller vers ça, quoi. Nous, on constate en tout cas qu'aujourd'hui, quasiment toutes les inclusions qu'on fait de nouvelles personnes, parce qu'il y a une phase, un entretien d'inclusion en quelque sorte pour expliquer ce qu'on fait, et le cadre, c'est des usagers qui accompagnent d'autres usagers. Donc on voit un réel effet bénéfique. Comme je vous disais, on a les premières séances, les premiers mois, ça a été long à se mettre en marche. Et aujourd'hui, c'est souvent d'autres usagers qui nous ramènent des personnes. Donc voilà. Effet boule de neige dans le bon sens. Et du coup, nous, on apprend beaucoup. Enfin, moi, à chaque fois, ça nous a questionné sur la manière dont on faisait passer les messages. On a pu voir qu'il y a des messages qui étaient mal compris, mal interprétés. Voilà, soit parce que mal compris, soit parce que pas du tout adaptés à la réalité des usagers. Par exemple, je vais vous donner un exemple très concret donc à Gare du Nord, c'est beaucoup de Skénan qui est consommé, puisque c'est la scène du Skénan. Et on a beaucoup dit, et y compris moi, je le dis tout à fait, que c'était sans doute mieux d'écraser les billes de Skénan. C'est des petites micro-billes qu'ils ouvrent, ils mettent dans l'eau, ils chauffent, et du coup ça fait une sorte de pâte, et après ils filtrent. Donc comme c'est quelque chose d'un peu pâteux, laiteux, un peu comme du lait de coco, c'est compliqué d'utiliser le stérifiltre. Donc quasiment aucun usager n'utilise le stérifiltre. On prend des fils de cigarette, en fait, des bouts de fils de cigarette. Et la personne en question donc, a dit, voilà, moi j'ai entendu dire que c'était mieux d'écraser puis de filtrer à froid. Elle n'utilisait pas le stérifiltre parce que de toute manière elle n'aimait pas ça. Mais du coup, au lieu d'utiliser une seringue pour aspirer une seule fois, elle utilisait 2 seringues 1cc pour récupérer le plus de produits. Résultat, elle se faisait 2 trous, et le problème, c'est qu'elle avait du mal à trouver ses veines, et donc on lui a dit, écoute, reprends ta chauffe,
chauffe ton produit et fais un seul trou, ça sert à rien de faire deux préparations pour finalement mettre du sang partout. Voilà, donc comment des messages qu'on pense être bons d'un point de vue d'acteurs de la RDR sont complètement inadaptés. Donc voilà, et c'est vraiment à nous de trouver les outils ou les explications qui font Il faut casser les habitudes, les mauvaises habitudes que nous pouvons avoir. Et ouais, par exemple, le filtre, moi j'essaye d'aiguiller les gens là-dessus parce que je vois tout le monde qui mettent leurs doigts dégoûtants. Par des gens qui sont à la rue quand même, dans des situations assez pas très clean, quoi. Et ils utilisent les cigarettes, ils cassent le filtre avec la bouche, et dedans il y a la bactérie. J'ai appris ça au camion, qui pouvait faire une poussière, ça pouvait rendre les gens aveugles. Et même moi, j'avais ce réflexe-là de casser le filtre de cigarette. Et moi, dès que je vois maintenant un usager, je lui dis « Oh là là, non, ne fais pas ça, ça c'est mieux ». Et les gens pensent que ça filtre tellement bien qu'il n'y a plus le produit dedans. Ils pensent que toute la défonce, elle reste dans la cup, mais alors que c'est complètement faux. Et après, il faut vraiment expliquer, quoi. Et c'est pour ça que le camion, c'est important, parce qu'ils peuvent expliquer, ils ont les outils pour le montrer. Et les gens sont là, les soignants, pour justement bien indiquer la voie à suivre. Et qu'un usager peut pas forcément... C'est pas une parole d'évangile, les gens ne croient pas forcément. Eux, ils sont bien placés, justement, pour dire que c'est comme ça et que c'est mieux. Et moi, depuis que je vais les voir, je fais ça, et... J'ai eu 2 poussières l'année dernière. Je ne savais pas ce que c'était qu'une poussière. Et j'ai un peu flippé, quoi. Et les 2 en l'espace d'un mois. Et j'ai appris aussi, peut-être c'était justement parce que je mettais le film dans ma bouche. Et que, voilà. Et maintenant, je m'inquiète beaucoup moins déjà. Je ne m'inquiète pas par rapport à ma situation, parce que je sais que c'est dangereux. Mais la prise de risque est quand même vachement minimisée, quoi. Je me vois plus, j'ai plus le geste d'un quelqu'un qui serait dans le cadre de l'hôpital avec se laver les mains, des gestes médicaux. Des réflexes même médicaux qu'avant j'avais pas. Oui. Attendez, il y a le micro qui arrive. C'est cool. Bonjour, je m'appelle William, je suis médecin dans le sud du sud, c'est-à-dire dans la Réunion. On n'a pas vraiment les mêmes problèmes, mais quand même. Merci pour votre témoignage d'abord, très émouvant. Et si vous êtes dans une démarche comme ça de réduction, d'amélioration du fonctionnement de votre shoot, de vous-même, autour de votre plaisir, de la défense dont vous parliez tout à l'heure, est-ce que ça change le regard que vous avez sur vous-même? Et est-ce que ça modifie un petit peu vos propres relations aux produits? Merci. Non, je pense pas que... Non. La relation avec le produit, je pense qu'elle est là, même avec ou sans... C'est ça qui est horrible à dire, c'est le produit est là tout court, quoi. Même si on a la réduction des risques, non. Là, j'avoue, en même temps, je suis dans une période un peu bizarre parce que je sais plus trop quoi penser par rapport à ma situation. Ça fait longtemps que je fais ça et je pense que c'est pas forcément... Enfin, je vais pas dire c'est bien ou c'est pas bien, hein. Moi, j'aime ça, hein. J'adore ça. Mais voilà, quand je prends une boîte de scannants par jour et que ça me fait plus rien... Il faudrait trouver autre chose, peut-être, justement. Mais non, je pense pas que ça change vraiment. Finalement, le fond du problème, il n'est pas forcément là, justement. C'est vraiment indispensable d'avoir les moyens et de savoir comment faire. Mais la personne avec la défense, de toute façon, elle s'en fout un peu quand même. C'est un peu contradictoire ce que je dis, mais... Non, c'est une question, je pense, de priorité. C'est-à-dire que... Allez-y. Ça fait quand même maintenant, si je viens calculer, à peu près 1 an, vous avez ce contact avec ce programme. Il y a quelque chose qui est bougé quand même. Oui. Oui, c'est sûr, ouais. Déjà, je suis au contact de personnes, des gens à peu près normaux, qui sont pas dans le milieu, voilà, qui sont pas des punks ou des toxicos ou des zouaves. Et déjà, ça permet d'être au contact de personnes. Je ne vais pas dire que tous les toxicomanes ne sont pas civilisés, hein, mais c'est vrai que ça fait du bien aussi et ça permet de se remettre en question aussi. Et c'est vrai que... Oui. Et c'est vrai que je me pose la question, merde, des fois, c'est pas possible que depuis tout ce temps. Pourquoi finalement, ouais. Et c'est vrai que ça permet de se remettre en question aussi plus, parce qu'après, dans un carcan, on n'évolue pas, on est toujours au contact des mêmes situations, des mêmes gens.
Et ça permet aussi d'avoir une autre approche. Après, nous, par rapport à ça, on est vraiment on répond aux questions de la personne. C'est-à-dire qu'on n'interroge pas nous-mêmes la question de pourquoi la consommation. Si après la personne a envie d'en parler, ça arrive. Mais finalement, ce dont on parle après, c'est plutôt de la question de ses émotions, de son ressenti. Et finalement, moi, je me rends compte qu'effectivement, donc il y a l'aspect très technique qui vient en premier parce que faut un intérêt pour la personne. Et l'intérêt, au départ, c'est voilà, je veux réussir mon shoot parce que je veux sentir mon produit avoir un effet par rapport à ce que je prends. Voilà. Et ensuite, par contre, c'est aussi de dire, bah oui, si tu ressens des émotions, quelles qu'elles soient, et si tu as des envies, elles sont légitimes. Il n'y a rien personne ne peut remettre en cause ça. Et je trouve que ce qui est fort avec ce programme, c'est aussi de les entendre et être en capacité de les entendre, et qu'on n'est pas dans une... voilà, on les entend, on est juste là, on est témoin, on les accueille en fait, et il n'y a pas de jugement par rapport à ça, et il n'y a pas d'objectif par rapport à ça. Donc du coup, je pense qu'on est d'autant plus en capacité de les entendre, et que voilà, je dirais qu'il y a les deux gros volets d'Early, c'est effectivement l'aspect très technique et l'aspect juste de dire parlons du ressenti quel qu'il soit, et sans il y a la liberté, la liberté du consommateur aussi, quoi. Il n'y a pas d'orientation, il n'y a pas d'avis c'est juste une aide, un appui, mais il n'y a pas de... C'est vrai, il n'y a pas toutes les questions qu'un médecin ou quelqu'un d'autre il poserait, ou quelqu'un qui voudrait mettre son avis forcément. Là, ça reste neutre. Après, c'est à nous-mêmes de nous remettre, de réfléchir, mais eux, ils ne sont pas là pour nous indiquer. Ils sont vraiment sur la boîte technique, mais sur tout le reste, c'est à nous de... Ouais. Vas-y, Béatrice. Oui. Voilà, il y a l'aspect humain, il y a tout ça, oui. Oui. Moi, je le ferais comme ça, en tout cas. Non, si vous avez raison, c'est... Oui. Allô ? Je pense que ça marche. Je tiens vraiment à remercier Aurore parce qu'on n'a pas souvent des messages, et je pense que ça demande beaucoup de courage pour pouvoir trépasser, j'ai envie de dire, les regards des non-consommateurs ou des bien-pensants. Moi, j'ai une question pour revenir un petit peu à l'exposé de la sociologue. C'est vrai qu'on parle beaucoup de salles de consommation à moindre risque, mais je trouve que c'est essentiellement pour les injecteurs, et je pense aussi aux consommateurs de crack, où on ne parle pas forcément de fumoir, mais je sais moi je viens de Guyane, donc nos patients que l'on rencontre, je gère 2 services, un Xapa et un Carude, et on est concerné très peu par les injecteurs, mais on est essentiellement sensibilisé par la problématique de polyconsommation et d'une grande précarité. Et c'est vrai que face à la position du Conseil d'État, je me demande où est-ce qu'on va aller, mais du coup, est-ce qu'il y a eu des expériences ou des réflexions autour des fumoirs ? Parce que je me sens un petit peu, je dirais pas isolée, mais j'ai peur qu'on fasse peut-être de la différence, encore une fois, entre consommateurs. Les injecteurs, consommateurs d'héroïne, et puis le crack, qu'on qualifie souvent de drogue du pauvre. Mais du coup, est-ce qu'il y a des concertations, il y a des échanges autour de différents dispositifs sur tout type de consommateurs ? Et puis je voulais terminer aussi en disant, on peut consommer un peu, beaucoup à la folie. Après, c'est le choix de chacun. Alors, sur cette question du crack, donc vous prêchez à une convaincue, puisque en fait, je vais présenter des éléments là-dessus demain. En fait, je m'occupe de 2 autres recherches, l'enquête Coquelicot, dont je présenterai les résultats demain, et qui met encore une fois en évidence que le premier produit consommé aujourd'hui dans les 5 principales villes de France, c'est le crack et le freebase, très loin devant l'héroïne. C'était déjà le cas en 2004 et c'est encore plus le cas en 2011. La deuxième chose, c'est qu'avec des intervenants de réduction des risques, on a mis en œuvre
une évaluation d'un nouvel outil de réduction des risques, puisque dans le cadre de l'enquête Coquelicot, on avait mis en évidence que les pipes à crack étaient un vecteur de transmission de l'hépatite C, la littérature internationale l'avait montré aussi. Et grâce à la mise en place de ce nouvel outil, on a pu faire diminuer considérablement la présence des lésions au niveau de la bouche, des mains des usagers de crack, qui sont effectivement le vecteur principal de transmission de l'hépatite C. Donc l'injection reste aujourd'hui le facteur de risque majeur pour les usagers de drogue, mais ça me semble effectivement indispensable qu'on prenne en compte les risques liés à la consommation de crack, à la fois en raison de la prévalence de la consommation, qui est très importante, et puis du cumul des risques aussi qu'on peut observer chez les usagers de crack. Alors à ma connaissance, en fait, concernant le débat qu'il y a eu sur les salles de consommation, les associations ont tout de suite demandé à ce qu'il puisse y avoir aussi un espace pour la consommation de crack, d'autant plus que sur Paris, il y a un peu d'injection, enfin il y a de l'injection dans les sanisettes, comme vous l'évoquiez, ça c'est vrai, mais on ne peut pas dire que les riverains, en tout cas les gens qui marchent dans les rues, soient vraiment gênés par les injections en public, comme ça pouvait être le cas, ce qu'on pouvait voir en Suisse par exemple. Donc voilà, et beaucoup plus par les fumeurs. À l'inverse, effectivement, sur Paris, il y a des endroits, en particulier dans le métro, où les quais sont totalement investis par les fumeurs de crack. Donc on peut dire que les nuisances, entre guillemets, pour les riverains, elles sont beaucoup plus importantes concernant les consommateurs de crack. Donc il y a toute une réflexion qui est effectivement en cours là-dessus du côté des associations. Par contre, je pense que les pouvoirs publics souhaitaient faire les choses étape par étape, c'est-à-dire d'abord une salle pour effectivement réduire les risques liés à l'injection, et puis après, dans un deuxième temps, élargir. Mais malheureusement, la décision d'aujourd'hui fait que voilà, la première étape va certainement mettre encore plus de temps que ce qui était prévu. Oui, mais ça existe à l'étranger. Ah oui, en Espagne, il y a des... Oui. C'est ce que je voulais dire, c'est que dans les autres pays d'Europe, les salles d'injection sont couplées avec des salles d'inhalation. Et il y a même parfois... Pour les salles que je connais, en tout cas. Et il y a même parfois il y a des endroits où vous avez juste une salle d'inhalation sans que ça soit couplé. Donc effectivement, aux Pays-Bas, il y a des salles d'inhalation sans qu'elles soient couplées à des salles d'injection. Donc à l'étranger, ça existe et c'est validé. Mais malheureusement, comme je le montrais tout à l'heure, ce qui est validé à l'étranger, généralement, n'est pas toujours validé par la France. Longtemps après. Juste avant de repasser la parole à la salle, je voulais juste... Nous, notre expérience à SIDA Parole est intéressante dans ce sens-là, puisque c'est un cas rude où les personnes, en fait, finalement, ne sont pas du tout... elles n'ont pas peur d'avoir des complications liées à l'injection, elles ont peur de se faire arrêter. Donc que ce soit des injecteurs, des inhalateurs ou des sniffers, le problème est le même. Et on est convaincu aujourd'hui de la pertinence d'accompagner les personnes, quelle que soit leur consommation, pour parler des consommations. Et finalement, c'est ce vers quoi on s'oriente aujourd'hui. On n'a pas d'espace de consommation proprement parlé. En tout cas... grâce au projet Early, on a permis d'avoir des accompagnements à l'injection et l'équipe a souhaité aller vers des accompagnements à l'inhalation de crack ou au sniff parce qu'ils se sont rendus compte que juste parler, ça permettait de reparler des produits, de leur consommation, de la gestion des produits, des liens avec les traitements de substitution, de comment ils géraient tout ça. Et c'est ça qui nous a intéressés. Du coup, l'équipe a demandé à aller vers ce dispositif-là. Et c'est même pas au départ par rapport finalement à des prises de risques sanitaires. Ils se sont dit, voilà, c'est la demande des usagers. Et finalement, eux, ils augmentent les prises de risques, même s'ils sniffent, parce qu'ils le font trop vite, parce qu'ils réfléchissent pas aux doses, parce que... voilà, et c'est vraiment intéressant comme expérimentation. Alors, en fait, au tout début, effectivement, c'était en l'occurrence le SIDA Parole qui avait voulu le faire en tant que SIDA Parole seul. Et on a voulu négocier avec la MILT, avec à l'époque c'était la Dracif et tout ça. Et personne n'a osé nous dire oui. Donc ils nous ont dit c'est intéressant, on ne peut pas vous dire non, continuez à réfléchir. Mais personne n'a osé dire oui, allez-y.
Et c'est là où on a ressollicité Médecins du Monde. Et comme les réflexions étaient aussi en cours au sein de Gaïa, qui était très intéressé par cette approche éducative et de conseil autour des pratiques d'injection, on a voulu le faire tout de suite avec eux. Voilà, donc ça s'est monté comme ça et qu'effectivement, on ne peut pas rencontrer les usagers si déjà il n'y a pas une porte d'entrée. Elle existe déjà, cette porte d'entrée, ce sont les CARUD. Donc Médecins du Monde n'allait pas recréer un programme. Oui, il y avait bonjour. Monsieur à côté. Oui, bonjour, donc Philippe, je suis responsable d'un XAPA CARUD en milieu rural. Hier, je me suis posé la question, je me la repose avec l'intervention d'Aurore et puis de l'intervenante. J'aimerais vous entendre, quand je discute avec les usagers du CARUD ou du XAPA, mais des deux, voire avec les représentants des usagers, certains me disent on n'attend pas ça de vous. C'est pas, notamment quand je discute du débat actuel sur la salle de consommation, ainsi de suite, et j'ai quelques renvois par la marge, un tiers, qui me disent mais on n'attend pas ça de vous. Donc des intervenants, voilà. Donc tout à l'heure Aurore a évoqué que ça passait pas partout, enfin auprès de tous ses collègues. Donc j'aimerais vous entendre les deux là-dessus sur voilà, quelle réaction vous avez sur plutôt de dire, enfin, moi en tout cas j'ai celle-ci pour un tiers des usagers avec qui j'en discute. C'est pas ça qu'on attend de vous, pas d'accompagnement à l'injection, ainsi de suite. C'est notre histoire. Ou alors peut-être que ma porte, même personnel que XAPA CARUD, n'est pas adaptée à ce type de personnel, enfin d'usagers. Est-ce que toi, tu trouves que c'est bien que ça se fasse? Tu peux répondre si tu as envie de dire quelque chose ou pas? Moi, je pense qu'il y a tout. Il y a des usagers qui vont nous dire, et il y en a d'ailleurs qui nous envoient balader en nous disant c'est pas toi qui vas m'apprendre à shooter, surtout quand on a l'air d'être une femme, en l'occurrence, jeune, notamment à Sida Parole, c'est le cas. Hein, c'est des personnes qui sont ici, qui viennent du Maroc ou d'Algérie, ça fait 20 ans qu'ils injectent, on pourrait être leur fille, et il y en a qui nous l'ont déjà dit. Donc voilà, ou à Paris, c'est pareil. Maintenant, tant que ça convient à certains usagers, il y a des usagers qui attendent ça de nous. Et à partir du moment où il y en a, même si ce n'est pas tous, peu importe, en tout cas, c'est normal de leur donner cette possibilité-là. Et voilà. Et puis après, il y a aussi ceux, en tout cas, moi j'en ai vu, qui au départ disaient non, moi j'ai rien à changer, j'ai rien à apprendre, je m'en fous, qui finissent par tourner autour du camion, et par-ci, et par-là. Et puis, non, moi le camion, c'est pas moi, mais je viens voir quand même qu'il y a dedans. Et puis finalement, un jour, voilà, ils viennent au camion, il y en a qui ont tourné longtemps autour du camion et viennent venir nous voir, hein, ou il y en a qui disaient non et qui ont été ramenés par d'autres usagers, et c'est finalement leurs potes qui les ont convenus de venir parce qu'ils y ont vu un intérêt. Donc voilà, après, on ne peut pas convenir à tout le monde, et il y a sans doute des gens pour qui ça ne servira pas, et voilà. Exactement. Absolument. Pouvoir développer une palette d'outils pour que ça puisse répondre à un maximum de personnes, en proximité des personnes, en allant vers elles, ou sur des lieux fixes où les personnes peuvent se rendre pour rencontrer des personnes. Oui, je suis Béatrice Tamboul, je suis responsable d'un XAPA CARUD dans le Sud, et je suis aussi présidente du bus 3132, qui est un peu l'homologue du Gaïa, donc, où on est aussi positionné pour faire salle de conso. On disait qu'on n'allait pas attendre la loi, et que les autres qui l'avaient, ils avaient du bol. Bon, on se dit que finalement, on ne va pas attendre. Sur cette question-là, moi j'ai bien aimé ce qu'a dit Aurore, c'est que même quand on parle avec les usagers de salles de conso ou même de Airly, d'abord ils hallucinent. Ils disent quand même, moi je suis médecin, hein, quand même docteur, vous n'êtes quand même pas favorable à un truc comme ça. Alors, je veux dire, la pensée dominante est tellement ancrée, y compris chez les gens qui en sont victimes, qu'ils ne peuvent pas imaginer qu'il y aurait une autre façon de faire. Donc moi, je pense que c'est plus qu'un outil à proposer comme ça, comme tu fais un étalage où tu mets des choses. Il faut effectivement que les personnes elles-mêmes s'emparent de ça. C'est quelque chose... Enfin, moi, l'expérience que j'en ai, qui est évidemment une expérience de professionnel, c'est que je connais tellement de gens qui sont enfermés dans des trucs à la con, dont ils ne savent pas parler, dont ils peuvent pas... Ils n'osent pas. Évidemment, ça les embête. Dans un premier temps, ça va les embêter qu'on vienne. Donc, moi, je suis très intéressé par la façon dont ça se déroule. C'est qu'effectivement, il faut que nous, les professionnels, on acquiert une connaissance fine de comment ça fonctionne pour pouvoir proposer des outils. Et à ce moment-là,
Tu vas voir que les mêmes personnes qui te disent que « Attends, c'est pas toi qui va nous apprendre, etc. » Nous, on a un savoir, ils ont un savoir. Et un lieu comme ce que décrivent Marie et Aurore, c'est un lieu où on peut justement mettre ensemble le savoir profane des usagers, le savoir savant des médecins, et fabriquer un outil qui soit utile et adaptable. Moi, je crois qu'il faut y aller, même quitte à ce qu'un certain nombre de gens se foutent de notre gueule, etc., qu'on n'ait pas peur de se planter, comme Marie racontait, que sur le scannant ou sur d'autres trucs, etc. Et les usagers, ils se trompent aussi. Il y en a qui croient qui ne savent même pas dans quel sens coule le sang, il faut leur apprendre. Il y a aussi même les usagers, ils sont sûrs d'eux. Moi, je connais mon truc, c'est comme ça, nanana. Limite, les médecins, ils ne savent pas, quoi. Ils n'ont jamais pris, ils ne savent pas, donc ils ne veulent pas aussi voir forcément... Ils n'arrivent pas à concevoir ça, quoi. Ouais, mais c'est que la première fois où, enfin, dans ma tête de médecin, bon, je travaillais longtemps, donc au bus échange de seringues, où j'ai réalisé qu'un certain nombre des gens à qui je donnais des seringues depuis des mois et des années ne savaient même pas dans quel sens coulait le sang. Moi, ça ne m'était même pas venu à l'idée de leur dire, parce que pour moi, c'est évident, j'ai appris ça, etc. Eux, ça leur était même pas venu à l'idée de me demander, puisque, bon, ils faisaient comme ils faisaient. Puis un jour, c'est en parlant et en le mettant en pratique ensemble qu'on s'aperçoit de ce qu'on a à mettre dans le pot commun. Donc moi, je pense que c'est ce qu'on en fait, quoi. Tu vois, je crois que vraiment, il faut dépasser ces trucs-là. Enfin bon, je suis un peu long. On prend une dernière intervention, après on avance, pour qu'on ait un temps beaucoup plus long d'échange. On pourra revenir sur les interventions précédentes. Juste encore une question sur... par rapport au premier exposé où vous parliez des salles de consommation comme passerelle vers le soin, je voulais avoir la réaction donc, de Marie et Aurore par rapport au message d'offre de soins qui peut être donné dans le car, peut-être pas bien sûr au début, et de la part d'Aurore, voir comment elle reçoit un message ou si elle n'a pas du tout envie d'entendre un message de soins futurs. Comment ça, soins futurs, vous voulez dire quoi par là ? Traitement de substitution, accompagnement vers une sortie, je ne sais pas. J'ai été sous méthadone, sous Subutex, j'ai un peu tout fait pendant plusieurs années. Et comme je buvais beaucoup aussi à une époque, la méthadone ne passait plus. J'ai fini à l'hôpital 2 fois en quelques mois. J'ai cru que mon foie allait éclater, avec 15 bêtises par jour. Et puis, à la prise de méthadone, ça passe pas du tout, quoi. Donc moi, je ne veux plus jamais entendre parler de substitut. Je ne veux pas, ni de cure. J'ai fait une cure, ça m'a traumatisée. Ils m'ont enfermée à double tour parce que, comme je fume la cigarette, j'étais trop faible pour sortir de ma chambre. Parce que donc, les 2 premières semaines, elles sont trop dures pour bouger. Donc avec la loi anti-tabac, donc je fumais dans la chambre. Du coup, ils m'ont mis avec les grands dépressifs, les grands malades, enfermés à double tour, avec 3 sorties par jour pour fumer la clope. Maintenant, j'arrive plus à dormir dans le noir, parce qu'il y avait les lumières du pont, c'était à l'hôpital Vidal, à Gare du Nord. Il y avait les lumières toujours au niveau de ma chambre, donc soit je dormais dans le noir complet, soit je laissais le star ouvert et j'avais les grosses lumières. Je ne peux plus dormir dans le noir maintenant. Donc l'hôpital, ils m'ont plus traumatisé qu'autre chose. Et les substituts sont dégueulasses. Si on trouvait un goût meilleur au Subutex, peut-être sucré, éventuellement, mais sinon, c'est pas possible, quoi. Donc, ouais, pour ça que c'est bien le bus, enfin le camion, parce que moi, je vois pas trop d'autres alternatives. Si je vais arrêter, ça sera la dure. Voilà. Et par rapport à la diversité de l'offre, c'est quoi la diversité de l'offre ? Ben, par exemple, le crack, je fume pas depuis 11 ans. Là, ça fait 4 mois que je fume plus. Mais j'ai déjà fumé mon caillou chez eux. Il n'y a pas de problème. Ils donnent les seringues. Mais c'est vrai que vous ne donnez pas les doseurs. Il y a l'autre camion à côté. Ouais, parce que nous, en fait, on ne donne pas de... Je rassure Marie, à mes côtés, on ne donne pas de matériel. Donc, c'est vrai qu'on accepte que les personnes, par exemple, fument le crack dans notre camion à partir du moment où ça fait partie de leur consommation, puisqu'on est là pour travailler sur leur réelle pratique. Donc, s'ils ont une pratique d'injection qui se fait à un moment donné où ils fument, ben, c'est intéressant de voir les interactions parce que ça fait des manipulations ou autres. C'est là où ça nous différencie aussi d'une salle de consommation, parce que nous, ce qu'on veut, c'est améliorer les pratiques quand on ne sera pas là. Donc, c'est là où il y a des différences et où il faut, je pense, la palette, parce que les salles de consommation, ça a sa pertinence et ça a son utilité, et les programmes early tels qu'on le propose, ça a sa pertinence et son utilité. Ce n'est pas des choses qui s'opposent. Mais c'est vrai qu'on n'est pas là pour donner du matériel, donc effectivement... C'est vrai que voilà. On parle toujours de la seringue parce que c'est quand même un usage assez particulier, ça choque plus
Le fait de fumer, c'est pas ça. Le produit en lui-même peut-être, mais la seringue c'est vraiment un geste particulier. Donc on retient ça, mais ils sont au camion, on peut très bien fumer, ou moi je fume mon joint, je bois ma bière. Enfin, il n'y a pas que la seringue qui est. On met plus l'accent sur ça, mais il n'y a pas que ça, quoi. Non, et c'est vrai qu'à Paris on a de la chance parce que dans le quartier où est situé le camion, il y a un autre camion qui vient. Il distribue des doseurs pour fumer le crack. À côté, il y a aussi un local où il faut un échange, donc on est quand même bien fourni, quoi. Mais du coup, ça pose pas le problème de fumer ou de prendre quoi que ce soit au camion. Mais pour les personnes incluses dans le programme. Oui, il faut s'inscrire. Malheureusement pas accueillir Filière du Nord.